Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on va parler ici du TP15, toujours dans le chapitre 5, sur la lumière. Donc ce TP15, c'est analyse et restauration d'œuvres d'art. Donc on a sauté le TP14, qui était un TP où il fallait du matériel, de labo, on peut pas faire. Il n'était pas très intéressant de toute façon, donc voilà, c'est pas grave. Donc pour ce TP15, qui lui pour le coup est intéressant, il se base sur deux documents. Vous pouvez ici trouver les adresses. Alors je crois que le premier vous pouvez encore le trouver, mais pas le deuxième. Quoi qu'il en soit, de toute façon je vous les donnerai en pièces jointes pour que vous puissiez les voir aussi. Donc on va commencer par travailler sur le tableau L'arrestation du Christ de Jacob Jordan, je crois que ça se prononce comme ça. Et en particulier sur les images que vous trouvez ici à la page 22 et 23 du document. Donc c'est un document là de l'Assemblée nationale. Gros document. Voilà. Et on va surtout s'intéresser à ces deux images. On commence par les photographies en lumière visible. Donc nous allons commencer par nous intéresser qu'aux deux photos en lumière visible noir et blanche, page 22, images 1 et 3. Donc c'est celle en haut ici et celle en bas. Chaque fois à côté de l'image, vous avez des détails sur l'image en question, hein, plus de précision. Et là, la page 20, il y a des explications. Donc, on demande quelles sont les caractéristiques de ces deux photos, quel intérêt y a-t-il à les prendre, et quelles informations nous apportent-elles. Donc, les caractéristiques, elles vont se voir à droite, ici. Bon, je vais tout de suite donner la réponse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à garder le suspense, hein. Donc, pour la première photographie, c'est du noir et blanc. C'est ce qu'on appelle une lumière réfléchie, donc en fait c'est un éclairage normal en quelque sorte. Et voilà, et après, vu d'ensemble au cours d'intervention, le nombre de pixels, la date, ça date quand même pas mal ce travail. Voilà. Pour la deuxième, même chose, les informations sont à droite. Et on voit que contrairement à la première qui est en lumière réfléchie, là on nous parle de lumière rasante de droite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous pouvez trouver des informations plus en détail ici, sur la photographie rasante. Et vous pouvez aussi voir l'effet que ça fait, pour avoir une idée. Bon, on vous demande donc les caractéristiques, ça on a dit. Quel est l'intérêt et quelles informations elle nous apporte? Donc, pour commencer avec la première, quel serait l'intérêt? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette photo? En fait, elle a quasiment rien de particulier. Elle est basique. Donc, quel est l'intérêt d'avoir une photo sans rien de particulier, totalement basique? Je vous laisse réfléchir un peu. Donc, l'intérêt d'avoir une photo basique, avec rien de spécial, c'est que ça va être la photo de référence. Ça va être celle à laquelle on va comparer toutes les autres photos. Ça, c'est la photo de base, voilà. Hein. Si on compare la rasante à celle-là, on voit la différence. Maintenant, pour la lumière rasante, quel est l'intérêt? Donc, pour y répondre, il faut aussi vous servir du texte, mais rien qu'en regardant l'image, on peut voir tout de suite l'intérêt. Donc, je vous laisse réfléchir un peu. Donc, l'intérêt, ça va être de voir les dégâts causés sur la peinture, les infractuosités de la peinture, les défauts physiques de la peinture. S'il y a une bosse, c'est que la lumière rasante de droite touche la bosse, et c'est pour ça qu'on a de la lumière. S'il y a une ombre, c'est qu'il y avait une bosse devant qui crée une ombre. Donc on sait qu'il y a des bosses, des creux, des plis. On analyse plus en détail la surface du tableau. Voilà. Donc ça c'était la première question. Maintenant, on vous dit de regarder maintenant la photo en couleur, page 23, image 3. Donc c'est celle-ci ici en bas, la celle en couleur.
Alors, quelles sont les caractéristiques de cette photo? Quelles informations nous apporte-t-elle? Donc, même question qu'avant. Donc, là, ici en bas, on a les caractéristiques. Bon, je vais pas passer. Enfin, je vais vous donner tout de suite la réponse. Hein. C'est juste une photo couleur classique, et l'éclairage de face. Et quelles informations ça nous apporte? Donc là, faut pas aller chercher très loin. C'est juste la couleur, voilà, tout bêtement. Et aussi, on voit un peu mieux l'état initial à gauche et la restauration qui a commencé à droite. Donc on voit bien le contraste entre les deux. Mais bon, on n'a pas grand chose de plus à dire que ça. Et donc après, que pouvez-vous dire sur la nécessité et l'intérêt du travail de restauration? Donc j'ai mis cette question ici parce que là, sur cette photo, on voit bien la différence entre les deux. L'état à gauche, l'état à droite. Bon, à nouveau, je vous laisse y réfléchir un peu. Mais on peut aller dans le simple. Hein, on voit à gauche à quel point le tableau a été abîmé. Là, les traits verticaux, c'est probablement le tableau qui a été roulé et écrasé. Et là, au milieu, il a dû être plié en deux. Là, sur le coin, il y a probablement des dégâts des eaux qui ont été rajoutés. Donc, le tableau est vraiment endommagé. Alors que là, à droite, on voit la qualité de la restauration, y compris sur les bords qui ont été délavés. Et donc, on voit tout l'intérêt du travail de restauration. Bon, petit 2. Photographie en lumière infrarouge. Donc là on dit que ça correspond à l'image 2 de la page 22. Donc c'est celle-ci là à droite. On va bien marquer technique d'examen photographie dans l'infrarouge. Alors décrivez le principe très... Oui, alors les pages 20 et 21 décrivent deux types de photos infrarouges. Donc ici on a la photographie infrarouge et on a aussi la réflectographie infrarouge. Donc la question, on vous demande de décrire le principe succinctement et l'intérêt de ces deux types de photos. Quelles informations obtient-on également généralement avec ces types de photos? Donc pour y répondre, il faut lire les textes, ici. Donc le 2.2 pour la première, le 2.3 pour la deuxième. Un petit résumé, voilà. Essentiellement, c'est deux photos en infrarouge, mais qui n'utilisent pas la même énergie de rayonnement infrarouge. Si vous vous rappelez du cours où on a vu toute la gamme des longueurs d'onde, l'infrarouge était une gamme assez vaste. Et donc on a des infrarouges proches du visible, donc énergétiques, et des infrarouges proches des micro-ondes, moins énergétiques. Et chaque longueur d'onde d'infrarouge a différentes propriétés. Essentiellement, on a c'est dans ces deux catégories. La réflectographie, comme le titre l'indique, permet de détecter les dessins sous-jacents. On en a parlé aussi dans le cours. Et la 2, c'est juste une photo qui nous permet de voir d'autres détails par rapport à une photo normale. Et ce qu'on observe ici, alors est-ce qu'on voit des dessins sous-jacents? Pas vraiment. Donc ce n'est pas de la réflectographie, c'est très probablement une photographie infrarouge. Et donc dans le cas présent, quel type de photo avons-nous? Bon, j'ai déjà répondu, c'est la photo et pas la réflectographie. Et quelles informations nous apporte-t-elle? Donc à nouveau, vous pouvez vous aider du texte, mais essentiellement, ou comparer les deux images, hein, et vous pouvez voir entre ces deux images comment est-ce que vous compareriez ces deux images? Quelle différence y a-t-il? Alors dans la nouvelle image, on voit beaucoup moins de gris. On voit du blanc, du noir, mais peu de gris. Et donc ce phénomène, c'est, sur une photo noir et blanc, c'est une augmentation du contraste. Je vous renvoie au chapitre 4 sur la photo. Un contraste bas
tout tire vers le gris, un contraste élevé, on va vers des couleurs extrêmes. Ici en noir et blanc, c'est du noir et du blanc. Donc on a une photo beaucoup plus contrastée du tableau pour pouvoir voir les lignes plus facilement, les contours plus facilement. Bon, c'est plus contrasté. Donc ça a son intérêt. Hein. Mais bon, pas plus d'informations que ça. Alors, photographie 3 en lumière ultraviolette. Donc, photo de la page 23, 1, ici. Voilà, et explication page 20. Donc, décrire le principe très succinctement et l'intérêt des photos UV, et quelles informations obtient-on généralement avec ce type de photo. Donc, même question qu'avant. Les informations, vous pouvez les avoir dans ce texte et aussi dans le cours, j'en ai parlé, donc chapitre 5, grand 1 et grand A, quand je présentais toutes les longueurs d'onde, enfin tous les types de lumière. Et ici on voit aussi qui est marqué photographie de fluorescence ultraviolet. Donc on parle à nouveau de fluorescence, d'ultraviolet, dans le texte, dans le cours. Alors, essentiellement, qu'est-ce qui se passe? Je laisse lire et y répondre par vous-même si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces textes? On nous explique qu'en fait, ce genre de photo va permettre de mettre en valeur les vernis. Là où c'est très clair, c'est qu'il y a du vernis. Là où ce n'est pas très clair, donc ce petit carré à gauche, en haut à gauche, là il n'y a pas du vernis, en tout cas pas sur le dessus. Donc vernis partout, sauf dans ce carré. Alors, voilà, ça c'est ce qu'on voit. Donc dans le cas présent, quelle information nous apporte-t-elle? C'est ce que j'ai dit sur le vernis. Mais quelle signification est-ce que ça a? Comment est-ce que ça se fait qu'il y a du vernis partout et pas dans ce carré? Comment on a fait pour qu'il n'y ait pas du vernis dans ce carré et partout ailleurs? Donc, je laisse y réfléchir un peu. À nouveau, c'est des choses qu'on a dit dans le cours et qui sont dans le document. Donc la réponse, c'est que en fait, on a mis du vernis partout, mais ici, c'est une partie qui a été reprise par-dessus plus tard. C'est une reprise du peintre lui-même, très probablement, qui a repeint par-dessus le vernis pour corriger ce qu'il y avait derrière ce petit carré. Et donc en fait, il y avait du vernis partout, et là, il a repeint par-dessus. C'est un repeint du peintre. Donc avec une simple photo, on voit où le peintre a repeint. Bon, petit 4, photographie au rayon X. Donc cela correspond à la photo page 23, image 2, et explication page 21 et 24. Donc c'est cette image ici à droite. Donc rayon X, radiographie. Si vous arrivez à voir, ici on a toujours le Christ sur la droite, qui correspond au Christ en rouge dans la photo couleur. Et on a pris en photo qu'une petite partie du tableau. Pourquoi est-ce qu'on a pris qu'une partie en photo? C'est que les photos rayon X coûtent très cher. Et donc on en fait que quand on en a vraiment besoin. Alors, ici on nous parle de la radiographie sur rayon X, et ça finit ici. Donc, oui, vous pouvez lire pour avoir des informations. On demande de décrire le principe succinctement et l'intérêt des photos au rayon X. Quelle information obtient-on généralement avec ce type de photo? Donc, je vous laisse lire et y réfléchir. On va aussi en parler dans le cours. Voilà. Alors, une des choses qu'on va avoir avec les photos au rayon X, donc ici c'est une simple photo au rayon X. Les parties qui sont en blanche, c'est des parties qui vont absorber les rayons X. Ce qui absorbe les rayons X, c'est généralement les atomes lourds, ou les métaux lourds. Et vu l'âge du tableau, le métal qui absorbe le plus rayons X, c'est le plomb. Et on utilisait le plomb pour faire du blanc.
Donc partout où on voit des traces blanches, c'est qu'il y a un pigment blanc qui a été utilisé, soit pur, soit en mélange. Donc, clairement ici, plutôt en mélange. Voilà. Et donc, ce genre de photos nous permet de voir là où on a mis du blanc. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir où on a mis du blanc? C'est que souvent on met une couche de blanc quand on veut peindre un visage, un corps, une couleur claire par-dessus pour avoir une meilleure couche en dessous. Donc, dans le cas présent, quelle information nous apporte cette photo? Et là je précise qu'il faut vérifier les commentaires. Donc les commentaires sont ici en bas. Donc voilà, détail en cours d'intervention, moitié scénario tableau, commentaire de prise de vue. Le repentir du visage du Christ. Dans la première ébauche, le visage n'est pas frontal, mais de 3/4. Alors, pour arriver à voir ça, on va zoomer. Est-ce que je suis sur le bon? Voilà. Donc j'ai zoomé et il faut regarder tout en haut. Donc là on a bien la robe et en haut il y a le visage du Christ. Alors, j'espère que vous arrivez à voir un peu où est ma souris. Si vous regardez ici attentivement, vous voyez qu'il y a un premier visage de face, il y a un œil là, le nez ici, la bouche là. Et sur la gauche, on voit ici un autre visage, une autre ébauche de visage, de 3/4. Un œil là, un nez là, une bouche ici, et le visage là. Et donc, on peut voir au rayon X en fait ce qu'il y avait en dessous de la peinture, cette première ébauche. Donc pour l'information, comme j'ai dit, on peut détecter les peintures à métaux lourds, donc le blanc principalement à cette époque, et on voit ici la première ébauche, le premier repentir du visage du Christ de 3/4 qui après a été fait de face. Voilà. Bon, donc ça c'était les premiers tableaux. Maintenant on va parler de Véronèse, les noces de Cana. Donc ça se trouve dans le premier PDF à la page 78. Donc 78. Voilà, le tableau des noces de Cana. Et dans le deuxième document, c'est tout le document qui parle des noces de Cana. Donc ici on a le avant-après. Gauche avant, droite après. Alors, photographie au rayon X. Cela correspond à la page 5 du deuxième PDF. Et quelles informations nous apporte cette photo? Donc ça c'est le deuxième PDF. La page 5, c'est ici. Et la photographie au rayon X, c'est l'image tout en bas. Donc vous pouvez comparer gauche-droite, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est de bien visible. Donc, vous devez normalement voir une tache blanche bien visible en plein centre. C'est ce que vous vous rappelez, j'en ai parlé juste avant, qu'est-ce que fait ressortir les photographies au rayon X? Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le visage ici? On en parle un peu dans les documents, donc je vous laisse y réfléchir un peu. Alors, ici, on voit qu'il y a une tache blanche. Cette tache blanche a été utilisée pour pouvoir dessiner un visage par-dessus. Mais contrairement à tout le reste, là, la tache blanche est vraiment marquée. Eh bien, c'est parce que ce personnage ici, en robe noire, avec sa tête, c'est un invité de dernière minute. Très probablement quand Véronèse peignait ce tableau, il a été à court d'argent, et il y a un mécène qui y a participé, et il l'a intégré au tableau. Ça c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, ce personnage a été rajouté ultérieurement au tableau. C'est pour ça qu'il a été obligé de mettre une bonne tache blanche pour dessiner son visage, et la toge noire, ça, il a juste peint par-dessus. Mais grâce à cette photo au rayon X,
on peut savoir que ce personnage a été rajouté après. D'ailleurs, hein, sur un détail en haut, on voit que il est un peu bizarre par rapport aux autres. Déjà, il est que tout en noir. Mais bon. Voilà. Alors, la dernière partie, c'est la polémique du manteau de l'intendant. Donc, ça correspond aux pages 77 à 79 du premier document. Donc, c'est là, là, là. Et les pages 7 à 11 du deuxième. Donc, ça commence ici jusqu'à là. Alors, que s'est-il passé lors de la restauration du manteau de l'intendant? Donc là, il faut lire les documents, mais on nous en parle. Voilà. Donc si vous voulez répondre seul, je laisse un peu de temps. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? La restauration du tableau, vous pouvez voir sur la gauche par rapport à la droite, la gauche est plus jaunâtre. Ça, c'est généralement dû à l'huile de lin, si je ne me trompe pas, qui jaunit en vieillissant. Et la peinture à l'huile avait de l'huile de lin, et donc les peintures à l'huile jaunissent en vieillissant. Et une des choses qu'on fait quand on restaure les tableaux, on enlève cette huile de lin qui a jauni pour retrouver l'éclat original. Sachant que l'huile de lin, c'est juste un liant, ça ne colore pas, enfin, ça ne devrait pas colorer, là ça a jauni, mais ça ne devrait pas colorer le tableau. Donc on garde les couleurs initiales. Et donc, pendant que les restaurateurs ont enlevé cette partie jaune, quand ils sont arrivés au menton de l'intendant, qui là initialement était rouge, eh bien, ils ont remarqué que la couleur rouge partait avec l'huile de lin. Et s'il partait, ça veut dire qu'il n'était pas en dessous de la couche d'huile de lin du liant, il était au-dessus. Donc il avait été repeint après, a posteriori, et non pas antérieurement. Et donc une polémique est venue sur est-ce qu'on doit enlever le rouge ou est-ce qu'on doit le garder? Sachant hein, que quand la polémique existait, on ne savait pas encore ce qu'il y avait en dessous. Hein. On savait juste que c'était rouge et que le rouge partait. Donc bon, c'était quand même une question. Alors pour essayer d'y répondre, on a fait une analyse stratigraphique, qu'on voit à la page 11 du document 2. Ici. Voilà. Et elle nous montre qu'il y a plusieurs couches de peinture de couleurs différentes sur son manteau. Lequel? Donc l'analyse stratigraphique, c'est ce qu'on a là en haut. Donc elle est faite en prenant une aiguille, on ponctionne la surface du tableau, donc on prélève un échantillon de peinture, extrêmement petit, hein, là c'est vraiment vu au gros microscope, mais pour arriver à voir les différentes couches de peinture qui existent. Et on a le détail ici. Donc la première couche, c'est une couche de préparation, c'est la plus profonde. Ensuite, on a un vert clair, puis un vert foncé translucide étanti en deux couches, puis une matière de transition grisâtre partiellement représente à la surface la couche 3, la couche verte. Donc ça, c'est un vernis, plus ou moins, ou l'huile de lin. Et enfin, une couche rouge par-dessus, une double couche rouge par-dessus. Et donc, voilà, enfin, il faut donner les différentes couches. Et quelles informations est-ce que ça nous apporte? Eh bien, on sait que la couche 4 était du temps de Véronèse, mais on sait aussi que la couche 5, donc ça c'est en analysant les différents pigments, hein, on arrive à trouver que la couche 5 n'est pas de l'époque de Véronèse. Donc la couche 5 a été peinte ultérieurement, plus tard, mais pas par Véronèse. Véronèse n'a fait que la couche 4 en vert, la couche en dessous. Et donc, la grande question, c'est pourquoi les restaurateurs ont-ils jugé que la couleur du manteau devait être changée, et détailler votre réponse. Donc là, j'aimerais aussi savoir si, d'après vous, on aurait dû faire le même choix ou pas. Donc, je représente la situation.
Cette couleur rouge a l'air de partir. On sait que la couleur rouge n'a pas été faite par Véronèse. En analysant le pigment et la composition du pigment, on peut savoir que ça ne date pas de la bonne époque. Donc voilà, c'est pas Véronèse. Mais on a les deux arguments. Donc d'un côté, il y a ceux qui disent que on doit respecter toute l'histoire du tableau, donc préserver l'intégralité de son histoire, même si ça a été repeint après, il faut le préserver, ça fait partie de son histoire. Et de l'autre côté, on a ceux qui disent qu'il faut retrouver le tableau de Véronèse, peint par Véronèse, qu'importe les changements qui ont été faits après et les raisons qu'il y a eu pour le faire. Oui, alors, ça dit passage, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ça a été repeint en rouge. En tout cas, c'est pas de très bonne qualité. Oui, il y a un autre tranchant, hein, c'est que le manteau rouge ici, alors on ne savait pas encore ce qu'il y avait en dessous, hein, mais ce manteau rouge n'était pas peint de très bonne qualité. Clairement, par rapport à tous les drapés, tous les plis, tous les détails sur tous les autres habits, celui-là, il était assez simple, assez basique, assez moche, et il faisait un peu de tache dans le décor. Donc, au final, la décision qui a été prise, ça a été de retrouver la forme originale de Véronèse. Et quand on voit le travail en dessous, enfin quand on voit la robe de l'entendant en dessous, on voit là toute la beauté des drapés, des détails sur la robe. Donc au final, bon, le résultat est vraiment bien. Donc il n'y a pas eu vraiment de regret d'avoir fait ce choix. Mais il n'empêche que la question s'était posée, est-ce qu'il fallait garder toute l'histoire du tableau ou pas, ou retrouver derrière. Ce n'était pas un choix assez trivial. Oui, donc dans cette question, en fait, j'attends un peu votre avis sur est-ce qu'il fallait le changer ou pas. Voilà, c'est tout pour ce TP, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.